Une fois qu'on a trouvé les témoins qui sait, soit c'est des voisins dont la fenêtre donnait sur la fosse. Une dame m'a dit, toute ma vie, je me demanderais pourquoi il est déroulé sur ma fenêtre. Soit ce sont des gens qui se sont déplacés. Une fois, on était dans une famille, une dame nous a dit, ma maman nous a dit, on va s'habiller, on va aller pouvoir se faire tuer les juifs. L'autre cas, c'est des gens qui espèrent ramasser quelque chose, une pièce en or, un bijou, quelque chose qui tombe d'une poche ou un manteau. Et puis la dernière catégorie, c'est les réquisitionnés. Les nazis ont utilisé le système soviétique de réquisition qui existait dans chaque municipalité. Il y avait des gens réquisitionnés pour creuser des fosses, pour combler des fosses, pour ramener des vêtements au village, pour les vendre aux enchères, vider les meubles, les vendre aux enchères, etc. Il y a 39 réquisitions. Ces gens-là vont parler avant de mourir, et c'est pour ça qu'on arrive, je dirais, à accumuler des preuves. Pourquoi on fait ce travail? Ça sera ma conclusion. On fait ce travail pour deux raisons, ou plutôt plusieurs raisons. Une première raison, les Juifs, comme les Tziganes, car on a trouvé aussi 35 sites d'extermination de Rome, ont été tués comme des animaux, enterrés comme des animaux. En Ukraine, une fosse sur deux de Juifs n'a même pas une petite pierre de mémorial. À Lvov, par exemple, une grande ville, 49 fosses communes, minimum 46 000 Juifs. Aujourd'hui, c'est une forêt pour amoureux. Comme on dit sous tous les parcs, il y a des Juifs. C'est la première raison. En tant qu'homme, en tant que chrétien, je ne vois pas comment on peut bâtir une société moderne, comment on peut bâtir l'Europe sur des centaines de fosses communes de Juifs et de Tziganes qu'on n'a jamais enterrées. Et la vie continue. On ne peut pas simplement parler des génocides et ne pas enterrer des victimes, sinon ça mine de l'intérieur toutes nos valeurs et nous constitue comme des prédateurs. La deuxième raison, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que les survivants de la Shoah disparaissent, les négationnistes se multiplient. De tous bords, de bords chrétiens, de bords musulmans, de bords athées. Et les négationnistes, ce ne sont pas des intellectuels. Les premiers négationnistes, vous savez, c'était Himmler et Heinrich, qui à la fin de la guerre ont eu peur que ça sache et qui avaient décidé de redéterrer tous les corps et de les brûler. Et ça n'a pas marché parce que l'armée rouge est arrivée trop vite. Les négationnistes de papier ne sont que les fils des négationnistes de brasier. Alors, notre association Yavad ramasse le maximum de preuves. Archives allemandes, archives soviétiques, mémoire des voisins, archives balistiques, puisque vous avez vu, on ramasse les douilles, et aussi des objets. Beaucoup de femmes, avant de mourir, ne veulent pas donner leurs bijoux aux Allemands, elles les jettent. Parfois, nous trouvons enfin 30 alliances de mariage à côté d'une fosse commune. Parfois, nous retrouvons une chaîne avec une étoile de David en bleu, des boucles d'oreilles avec des petites étoiles, une gourmette, le dernier geste que cette jeune fille ou cette femme a posé en 42, 43, juste avant de mourir de dépit. C'est important à deux niveaux, c'est important au niveau humain, parce que c'est lui dire finalement on est là, mais c'est aussi important au niveau des preuves que les victimes étaient juives. Enfin, je vais vous raconter l'une des rencontres pour vous montrer que ce n'est pas facile. C'était l'an dernier, Noël, mais pas Noël catholique, Noël orthodoxe, c'est-à-dire en janvier. Une famille nous dit, venez mon père faire Noël chez nous. Ça voulait dire manger. Parce que notre grand-père était présent à l'exécution. Une grande table, la nourriture était au bout. Je me suis dit, on va faire l'interview du grand-père avant le repas, car après la vodka, ça va être compliqué. Le grand-père dit, on m'a réquisitionné pour creuser des petites fosses, 4 mètres sur 4 mètres. C'était des petites exécutions. Les Allemands ne voulaient pas qu'on regarde, alors je m'étais caché derrière un buisson et on a tout vu. Et puis il dit, ils avaient gardé après 350 juifs, des hommes, travailleurs, dans une sucrerie. Et puis ils ont décidé un jour de les tuer, alors on a mis des barbelés autour de toute la sucrerie, et puis ils les ont brûlés vivants en mettant de l'essence. Et moi, on m'a réquisitionné pour sortir les corps par les fenêtres et les jeter dans des chariots à chevaux et les emmener dans une grande fosse commune. Et enfin, il me dit, on m'a encore réquisitionné le jour de la liquidation du ghetto. Il me dit, moi j'étais chargé de sortir les meubles des juifs par les fenêtres, et il explique que les maisons
des Juifs avait un étage et que donc il fallait trouver des grosses cordes pour sortir les meubles et les descendre dans des chariots, et qu'après ils ont organisé la vente aux enchères dans la synagogue, et que cette vente a duré 3 semaines. Il fallait qu'ils envoient des annonces dans les villages qu'il y avait des meubles des Juifs à vendre, et les gens venaient et on vendait aux enchères, ce qui fait qu'au bout de 3 semaines, il n'y avait plus de meubles, plus de vêtements, plus de Juifs. C'était Noël. Il y avait des groupes d'enfants qui venaient de maison en maison jouer des mystères chrétiens. Donc l'un jouait Jésus, l'autre jouait Joseph, l'autre jouait Marie, des gens qui sont relativement connus dans ma tradition. Et tout d'un coup, l'un jouait Mendel. Il était habillé avec un grand nez rouge, un manteau en fourrure, et il avait un accent yiddish. Et je me demandais comment un jeune de 16 ans pouvait connaître un accent yiddish. Et il disait, je suis le juif du village, je vole tout l'argent du village, donnez-moi votre argent. Pur antisémitisme. Une jeune fille arrive, déguisée en juive aussi, séfarade, un grand foulard, cheveux couverts, et elle avait un manteau en cuir, et un sac aussi en cuir, et elle dit, j'ai volé tous les portables du village et je les revends. Accent yiddish, elle avait 16 ans. Et le monsieur témoin d'éclater de rire, il dit, pendant la guerre, moi aussi je me suis déguisé en juif, j'allais de maison en maison, et les Allemands ont cru que j'étais juif, ils m'ont emmené à la Gestapo. Donc il faut comprendre que cette enquête se fait aussi sur fond d'hiver, d'été, de mauvais temps, mais aussi sur fond parfois d'antisémitisme, difficile. Notre équipe est totalement focalisée sur la recherche de ce qui s'est passé. On n'est pas là pour dire « oh les mauvais Ukrainiens, ou les mauvais Allemands, ou les mauvais Russes, ou les mauvais Biélorusses ». On ne va pas là-bas pour 1 million ou 2 millions de juifs, on demande toujours 1 million, 2 millions, 1,5 million. On y va parce que dans ce village, la famille va s'éparpiller. Le papa qui s'appelait David était fusillé, la maman était trop forte, ils l'ont fusillé à la maison. La fille n'a pas voulu qu'on la viole, elle s'est suicidée dans la cour. On passe autant de temps pour retrouver une fosse commune qui a 4 personnes qu'une fosse commune qui a 45 000 personnes. Parce que dans ma tradition, il y a un texte au début de la Bible, qui est aussi un texte de la tradition juive, qui dit que Caïn assassine Abel. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait de ton frère? Et moi je crois que depuis mon enfance, par mon grand-père, par ma famille, j'entends cette question, qu'as-tu fait de ton frère juif, ukrainien, russe, biélorusse, il est où? Il est sous les buissons, il est derrière l'église, sous la banque, sous le supermarché qu'on a bâti après. Et vous vous rappelez que Caïn dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? C'est pas ma question, moi je m'occupe des vivants, j'ai beaucoup de travail, je suis très occupé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si on n'a pas enterré les Juifs et les Tsigales au Rwanda, au Darfour, au Cambodge, si nous, en pleine Europe, on ne le fait pas? On ne pourra pas bâtir un monde avec des valeurs si on demande le silence d'Abel.